Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans On se dit tout. Alors, il y a des clichés inévitables concernant la jalousie entre frères et sœurs. L'arrivée du second perturberait la stabilité de son aîné. Et puis, dans une fratrie plus large, le second aurait une place assez délicate. Mais cette dynamique, vieille comme le monde, est-elle forcément négative, inévitable et surtout comment la canaliser? On vous en parle dans quelques instants, tout de suite. Et je suis sur le plateau pour cette thématique de la jalousie dans la fratrie avec deux spécialistes. Mariam Zaïm, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes coach. Merci à Et puis vous. Fatem Zahra Ouamoul, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne. Mesdames, merci beaucoup à toutes les deux d'être là pour ce sujet qui dérange beaucoup de parents, je peux vous l'assurer. Parce que vraiment, j'en ai discuté, investigué autour de moi pour le préparer. Et puis, on me dit, ah oui, ça c'est lourd, hein, la jalousie entre frères et sœurs. Ah oui, ça vraiment, c'est pas facile à gérer. Alors, pour commencer, Fatem Zahra Ouamoul, pour vous, en tant que psychologue clinicienne, la jalousie, c'est quoi, dans l'absolu? Alors, la jalousie, c'est une émotion qui vient en réaction à une situation donnée. La situation que vit l'enfant quand il y a un puné, c'est qu'il ressent que l'amour de ses parents doit être partagé, qu'il est menacé, parce qu'on sait tous que l'amour pour un enfant, c'est quelque chose qui n'a pas de limite, il n'y a pas de conditions dans cet amour-là. Et donc pour lui, quand il voit qu'il y a un puné qui va venir, qui va peut-être pour lui prendre sa place, donc il ressent qu'il y a une certaine menace de l'amour de ses parents-là, justement. Alors justement, vous dites c'est une forme de menace. Est-ce que la jalousie chez l'enfant, on va dire, c'est exactement la même sensation que la jalousie chez l'adulte, pour que les adultes qui nous regardent puissent situer en fait ce que ressent un enfant. Mariam Zaïm, ce que ressent un enfant, c'est exactement la même chose que cette émotion ressentie chez l'adulte? Basiquement, oui, parce que la jalousie, c'est la peur de perdre quelque chose qu'on a, ou un objet, ou un statut, ou une personne, une relation qui existe, et on a peur que quelqu'un vienne nous la prendre. Dans le cas de la fratrie, ben, c'est ça, on a peur que l'enfant qui va arriver vienne nous enlever cet intérêt ou cet amour de nos parents, vienne nous mettre un peu d'ombre, donc ils ne vont plus avoir les mêmes privilèges, le même attachement ou la même attention qu'on a l'habitude d'avoir. Après, chez les adultes, pour moi, je pense que c'est un sentiment qui s'apprivoise avec le temps. Okay. C'est quelque chose de naturel qui existe en nous. Tout être humain est par nature pas jaloux dans le sens qu'on a négatif, exactement, parce qu'on va voir, je pense que la jalousie a des avantages aussi. Mais par nature, on a cette partie de jalousie en nous. C'est une option qui vient dans avec le package, oui, avec l'être humain. Mais on apprend à l'apprivoiser, on apprend à évoluer avec. Et il y a une part, c'est quelque chose qui est récurrent, qui revient tout le temps, c'est la confiance en soi. Quand on a une forte confiance en soi, une forte estime de soi-même, ben, on comprend qu'on n'a plus à avoir cette peur de la même manière, que quelqu'un vienne nous prendre ce qui est à nous, ce qui est supposé être à nous. Donc, on est beaucoup plus serein, plus tranquille dans nos relations. Mais chez l'enfant, ça c'est différent, puisqu'il est l'enfant, il est en pleine création, exactement, de ça. Alors, on va y aller petit à petit. On va aller avec un premier cas de figure, qui est cet enfant, on va dire le premier, et puis les parents attendent un second enfant. Et souvent, ces jeunes parents ont peur de l'impact de l'arrivée de ce deuxième bébé sur leur enfant. Alors, vous allez me dire, ça dépend de l'âge de l'enfant, et donc on va aller, on va dire, sur différents cas de figure, là encore. Donc, on a un premier enfant, les parents attendent le second. Quelle est la différence la plus compliquée à gérer, selon vous, en tant que psychologue, Fatem Zahra? Alors, je pense on va parler en termes d'âge. C'est ça. Parce que maintenant, quand on parle de jalousie aussi, on parle de certains mécanismes inconscients qui sont réactivés quand le puné arrive, justement. Et donc, quand il y a réactivation, ça veut dire que l'enfant va passer par des stades.
Par exemple, si l'enfant, le deuxième, est né alors que le premier est entre, on va dire, avant 18 mois, ça se vit un petit peu plus simplement parce que l'enfant vit ce qu'on appelle une amnésie infantile, c'est-à-dire qu'il n'a pas tellement de souvenirs qui sont tellement conscients. Et donc pour lui, la conception, enfin d'avoir un frère ou une sœur, semble pour lui tellement naturel. Il pense qu'il a toujours vécu comme ça, donc il ne vit pas tellement cette difficulté. Alors que, par exemple, si on prend comme cas de figure des enfants qui vont avoir entre 3 ans, 4 ans, à ce moment-là, ils sont en train de vivre ce qu'on appelle, ils sont dans une phase oedipienne, le complexe d'Oedipe. Et du coup, pour eux, la séparation ou de partager l'amour de sa maman ou de son papa avec l'autre, lui semble un petit peu compliqué pour lui. C'est ça. Et même pour les enfants qui ne sont pas encore passés par ce qu'on appelle l'individuation-séparation, ça se passe généralement avant l'âge de 6 ans. D'accord. Donc pour eux aussi, l'arrivée du nouveau-né va sembler un petit peu plus difficile à vivre que d'autres enfants. Donc en fait, soit vous faites un deuxième avant les 18 mois de votre bébé, soit attendez les 6 ans, c'est ça? Ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a aussi le désir de faire un enfant. Donc ça, c'est tout un autre sujet. Donc il y a certaines choses qu'on va apprendre en tant que parent à gérer, dépendamment de l'âge de notre enfant. Dépendamment de l'âge de l'enfant. Alors, Marim Zaim, oui? Moi, je veux compléter. C'est vrai que théoriquement, ça paraît simple, on va calculer et tout ça, mais de toutes les manières, c'est quelque chose qui se prépare. Moi, je tiens à ce que tous les parents prennent conscience qu'une grossesse ou une fratrie, ça se prépare. Il faut travailler le psychique de l'enfant qui est déjà là. Il faut le préparer, il faut lui parler, il faut lui expliquer et surtout le rassurer par rapport à ce qui va se passer. Parce que la présence d'un nouveau, d'une nouvelle personne dans la famille, surtout quand il n'y en a pas déjà, on a un enfant et il y a le deuxième qui arrive. Parce qu'une fois qu'on en a deux, je pense que ça devient un peu plus... La mécanique est roulée. Voilà. Mais on va quand même en parler parce que c'est important. Voilà. Aussi. Mais quand on en a qu'un seul et que le deuxième arrive, il faut rassurer cet enfant par rapport à ce qui se passe. Il y a des avantages, il y a des inconvénients et il faut être toujours honnête avec les enfants. Ne jamais leur cacher les côtés un peu négatifs parce que c'est vrai que ça va nous prendre plus de temps, que ça va nous prendre de notre énergie, on n'aura pas la même disponibilité qu'on avait pendant les premières années de sa vie, et il y aura une personne qui va venir partager ce temps. Cela dit, l'amour n'est pas on ne partage pas l'amour. L'amour reste intact. Je vais t'aimer de la même manière. Je vais continuer à t'aimer, à m'intéresser à toi de la même manière. Mais il y a une personne qui va venir un peu prendre de ce temps. Mais c'est bien parce que ça va te permettre d'avoir quelqu'un avec toi pour jouer. Et puis, c'est important d'intégrer cet enfant dans le clan. Il ne faut pas que les parents restent cloisonnés avec le bébé. Généralement, quand un bébé arrive, on est tellement pris, on a tellement la tête sous l'eau qu'on est juste avec le bébé. On en oublie un petit peu l'aîné. On revient sur les conseils petit à petit. On ne donne pas tout et il faut bien garder quelque chose pour la fin. Alors, vous l'avez dit, en fait, quel que soit l'âge de l'arrivée de ce deuxième bébé, une appréhension va être ressentie, c'est normal. Mais en même temps, ce que je constate, moi, autour de moi, c'est que la plupart des parents ont envie d'épargner ce sentiment de jalousie à leur enfant. Alors, est-ce qu'il faut leur épargner ce sentiment de jalousie? Est-ce qu'on peut le faire? Et surtout, si ce sentiment existe, c'est qu'il a, on va dire, une place dans la construction des relations humaines, de la relation à soi aussi de cet enfant. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce qu'on essaye d'éviter toute jalousie à l'autre ou on le laisse quand même vivre son expérience? Justement, la jalousie, elle vient en tant qu'émotion qui va structurer pas mal de choses chez l'enfant quand même. Il ne faut pas en avoir peur. Voilà, il ne faut pas en avoir peur. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, en fait, pour qu'on puisse comprendre un petit peu les choses, j'ai dit qu'il va y avoir une réactivation de certains mécanismes. C'est ça. C'est-à-dire que l'enfant, au moment où il voit qu'il y a un puits-né, qu'il a une relation un petit peu privilégiée avec la maman, qu'il est un petit peu, on va dire, en symbiose avec cette mère, parce qu'au début, pour l'enfant, la tétée ou le sein maternel, c'est une continuité
sécurité pour lui. Donc l'enfant, chez lui, il va y avoir une réactivation de ce qu'on appelle le complexe de sevrage. C'est-à-dire qu'il va revivre à travers ce nouveau-né son propre sevrage à lui. Et c'est ça justement qui va induire ce sentiment de jalousie. C'est quand il voit l'autre prendre le sein ou prendre le biberon et ça va réactiver chez lui un souvenir? Franchement, la jalousie envers le bébé vient en second plan. Parce que ce qui est mis en premier plan, c'est que lui, il vit une identification à ce non-sevrage que vit le bébé, justement, à travers le lien privilégié qu'il voit. C'est un peu compliqué. Oui, voilà. Pardon. Oui, vas-y, termine ton idée. Alors, je voudrais juste terminer par un autre complexe, en fait, qui vient en place, pour expliquer un petit peu pourquoi cette jalousie est importante. Parce qu'on a aussi ce qu'on appelle le complexe de l'intrusion. C'est quoi ce complexe de l'intrusion? C'est que l'enfant, il le vit à travers aussi ce bébé. C'est qu'il vient en tant qu'intrus pour mettre terme ou mettre une fin à une certaine relation qui était idéalisée avec l'objet de la mère, avec la mère, ce qu'il vivait avec la maman. Donc, plus simplement, c'est que le deuxième bébé va venir pour changer un petit peu la relation inconsciente qu'a l'enfant, le premier, avec sa maman, avec l'amour de sa maman. Mais tout ça est inconscient. Oui, tout ça, ça se passe inconsciemment et donc ça vient préparer l'enfant au lien social. C'est-à-dire qu'il commence à comprendre que lui, il existe en tant que personne, et on revient à la confiance en soi dont tu as parlé, Maryam, et il commence aussi à accepter que l'autre existe aussi. Donc, toute chose que vit l'enfant, toute émotion, tous ces stades, ça le prépare justement à cette vie sociale. À cette vie sociale. Vous voulez rajouter quelque chose, Oui, Maryam? alors pour donner juste un exemple concret que les mamans vont retrouver, par rapport à ce non-sevrage, à ce complexe de non-sevrage, Oui. Quand on a des enfants en bas âge et quand on a un bébé à la maison, des fois, on se retrouve avec l'enfant qui réclame à prendre le sein. Il a 2 ans, 3 ans. Quand il voit son frère, le bébé prendre le sein, ou quand il voit la maman préparer ça, on retrouve que l'enfant a envie de revenir, de revivre à cette étape-là, bébé, et d'être dans les bras de maman. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, ah, il est jaloux. Voilà, alors oui, alors que justement. C'est juste naturel, il faut l'accepter. Puis, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, justement? Qu'est-ce qu'on lui dit? Souvent, qu'est-ce qu'on dit? Mais tu es grand maintenant, tu n'es pas un bébé, tu ne vas... Voilà. Oui, mais tu es mon bébé aussi. Voilà. Il faut le dire, il faut rassurer. C'est important, parce que tu n'es pas un bébé, c'est comme si je te mettais à l'écart par rapport à ce que je suis en train de vivre avec ton frère ou ta sœur actuellement. D'accord. Donc non, tu fais partie de ça. Oui, tu resteras mon bébé, mais toi, tu as déjà pris, par exemple, le sein, tu sais, et puis on peut raconter l'histoire. Des fois, on oublie de raconter les histoires à nos enfants. C'est important de parler aux enfants de ce qu'ils ont passé quand ils étaient dans notre ventre, comment ils étaient. Quand tu étais bébé, tu sais, tu prenais le sein pendant très longtemps, ou bien tu adorais faire ceci, ou alors, tu jouais de cette juste une manière. petite nuance, si vous permettez, par rapport à ça, à cette histoire. Quand on raconte son histoire à un enfant, pour le rassurer par rapport à ce qu'il voit par rapport au second qui est arrivé, si par exemple la maman souffre en donnant le sein, elle a mal, c'est un état que vivent beaucoup de jeunes mamans, de mamans. Elle a mal et donc on va dire l'aîné voit sa maman souffrir. Et puis un jour elle va lui dire, tu sais, toi aussi, je t'ai allaité, je te prenais dans mes bras, et il risque de lui dire, et ça je l'ai entendu, est-ce que moi aussi je te faisais mal? Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle doit dire? Non, toi tu ne me faisais pas mal, pour le rassurer. À ce moment-là, créer peut-être un gap entre lui et le second. Ou bien, oui, tu me faisais mal, et à ce moment-là, le petit se retrouve à culpabiliser. Qu'est-ce qu'il faut faire, mesdames? Dire que c'est quelque chose de naturel. C'est normal d'avoir mal? Que quand on donne le sein, c'est un processus qui risque de nous faire mal. Mais que c'est naturel parce que la maman, elle a ce lait qui monte, cette montée de lait pour nourrir son bébé, mais que au fur et à mesure, cette douleur, elle part. C'est quelque chose qui arrive pendant un petit moment. Si on allait pendant une longue durée, on n'a plus cette même douleur. On risque de l'avoir les premières semaines, mais après, ça s'estompe. Donc, oui, c'est quelque chose... Au fait, ne cherchez pas à mentir aux enfants. Dites-leur les choses, mais dites-leur les choses simplement, de manière à ce qu'ils les comprennent. Simplement, quelqu'un vous dirait oui, ou je lui dirais tu m'as fait mal aussi. C'est pas, mais pas sans le culpabiliser, là. Voilà. Exactement. Alors, cette perception de la jalousie dans la fratrie, vous avez dit il y a des phases qui sont, on va dire, inconscientes.
par lesquelles va passer l'enfant et en fait qui réactive inconsciemment ses souvenirs à lui de bébé, de nouveau-né, tout petit. Donc, dans ce cas-là, cette jalousie, est-ce qu'elle est en quelque sorte imaginée par les parents ou il y a vraiment ce sentiment au fond de l'enfant? Il y a vraiment ce sentiment au fond de l'enfant et c'est quelque chose de constructif, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce qu'il faudrait un petit peu faire, c'est de laisser l'enfant, ne pas penser que notre enfant est tellement fragile qu'il ne peut pas supporter. Un enfant est parfaitement capable d'assumer tout ça. Et d'ailleurs, bon, je ne dirais pas tous les enfants, mais la majorité des enfants sont passés par là. Et c'est ça ce qui a permis de construire justement certaines choses. Donc, il faudrait bien sûr, comme a dit Mariam, rassurer l'enfant. Il ne faut pas manquer de mots pour lui dire que nous aussi on l'aime, que lui aussi il avait vécu ça pendant une certaine période, mais aussi laisser les choses un petit peu prendre leur place et enfin que le processus puisse être fait de manière un petit peu fluide. Oui, et rassurer régulièrement l'enfant, mais attention peut-être non plus aussi à ne pas trop en faire, parce qu'il y a des risques aussi là encore. On a tendance à tout mettre sur le dos de la jalousie. Ce n'est pas la seule chose qui existe dans l'univers de l'enfant ou de la fratrie. Ce n'est pas le seul sentiment que les frères et sœurs partagent. C'est vrai qu'il peut y avoir ce sentiment de jalousie, et il est là, et il est naturel, et en rassurant l'enfant, ça passe. Mais il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en considération. C'est que l'enfant a besoin de se sentir appartenir. La structure familiale, il ne faut jamais sentir que l'enfant sente qu'il est exclu. Il faut toujours le garder dans ce cocon. Donc on était 3, maintenant on est devenu 4, mais nous sommes 4. Nous sommes une famille, nous sommes unis, mais nous sommes tous ensemble. C'est-à-dire on inclut, comment Alors, dans les activités. On est en train de parler surtout par rapport au bébé. En cas d'arrivée de bébé, introduire, faire que l'enfant vienne nous aider. Au moment où je donne le biberon, viens mon chéri, tu vas donner le biberon à ton frère ou à ta sœur. Je l'ai dans mes bras, mais je donne à l'autre le biberon pour qu'il partage ce moment avec nous. On est en train de changer les couches. Tu es là, tu fais partie de tout ce qui se fait. Alors, ces enfants ont tendance parfois à avoir des gestes brusques avec les bébés. Parce qu'on ne fait pas attention à eux. Généralement, c'est pour attirer l'attention de maman et papa. On est tellement pris par le bébé qu'on a l'enfant qui arrive, il commence à faire n'importe quoi, à casser des choses, à éteindre la lumière, à faire énormément de choses pour attirer notre attention. Et avoir des gestes brusques aussi avec ce bébé. C'est possible. Oui, parce que si on est, nous, là, en train juste de le protéger, c'est comme si on enlevait notre protection, qui est légitime, à l'autre. Donc, vous êtes tous les deux mes bébés. Je vous protège de la même manière, même si vous avez un décalage d'âge. Et puis, en évoluant, en grandissant, il y a aussi, la gestion des émotions. On doit apprendre à nos enfants à gérer leurs émotions. Là, ça prend de petit à grand. À grand. Oui. On va revenir sur ce point, Mariam, oui. Mais juste, on enchaîne sur un autre cas de figure, parce que l'heure tourne. Oui. On enchaîne sur un autre cas de figure, c'est lorsque ils sont déjà 2, et il y a un 3e qui arrive. Alors, là, les parents ne savent plus, en fait, comment gérer cette jalousie. Vous l'avez dit, la jalousie, il faut la laisser venir, elle est normale, il ne faut pas essayer de surprotéger l'enfant, il faut continuer à l'aimer, à le rassurer. Maintenant, ils sont 2 et il y en a un 3e qui arrive. Alors, les parents se posent souvent cette question. Qui va être jaloux de qui ? Ils se disent, l'aîné a vécu sa jalousie, c'est bon, il est sevré. Maintenant, c'est le second qui va vivre une jalousie par rapport au 3e. Vrai ou faux ? Ça dépend un petit peu des âges aussi des enfants, ça dépend des circonstances, ça dépend de la position qu'a chaque enfant dans cette famille. Ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que la jalousie ne vient pas sans amour. C'est-à-dire que les enfants sont partagés entre l'amour et la jalousie en même temps. Et c'est vrai qu'on peut retrouver dans une famille où l'enfant qui va venir, c'est le 3e, on peut des fois trouver que l'aîné est jaloux du petit enfant. Ça dépend de leur âge, comme j'ai dit. C'est vrai qu'il faut un petit peu essayer toujours d'intégrer les enfants, les 2, les 3, les 4, dans ce qui concerne un petit peu le bébé. Que ce soit par exemple pendant les bains, que ce soit pendant le manger, etc. Il faut un petit peu rassurer les 2. Il ne faut pas se dire comparer, parce qu'à ce moment-là, les parents
ont tendance à reprocher à celui qui donne des signes de jalousie, qui les exprime, le second, de comparer le second à l'aîné, lui dire regarde comment ta grande sœur, comment ton grand frère se comporte bien avec le bébé. Justement, ça on n'arrête pas de répéter. S'il vous plaît, arrêtez de comparer entre les enfants. Qu'il y ait un puiné, qu'il n'y ait pas de puiné, ça ne sert à rien. Ça ne fait que renforcer justement cette jalousie-là et ça casse un petit peu l'estime de soi et la confiance en soi un petit peu aussi. Ouais. Et c'est là où la gestion d'émotions est importante. Parce que c'est quoi gérer une émotion? C'est reconnaître l'émotion et accueillir l'émotion. Il faudrait que d'abord, nous, en tant que parents, on puisse le faire. Voilà. Et qu'on apprenne à cet enfant, oui, tu es jaloux, on reconnaît ça, et puis on l'accueille. Ça ne veut pas dire que je vais dire, oui, tu es jaloux, alors... c'est pas bien. Non. On accueille cette émotion, ça veut dire, je vois que mon enfant est en train de sentir cette jalousie, ben, je fais quelque chose pour diminuer ce stress et l'accueillir en tant que mon enfant, que mon bébé. Est-ce qu'il faut la nommer, cette émotion? Il faut dire à l'enfant, on va dire, qui n'a jamais parlé de jalousie avant, lui dire, ben, tu sais ce que tu ressens maintenant, c'est ce qu'on appelle la jalousie. On ne le fait pas comme ça. On le fait, maintenant ça se fait de plus en plus dans les écoles, grâce à Dieu. On travaille sur les émotions des enfants, on leur présente les différentes émotions et on leur apprend ce que c'est. Alors dans le cas parce que c'est une émotion qui est assez complexe, c'est pas juste j'ai froid, j'ai peur. Fatemzala disait, c'est une émotion qui vient quand même avec de l'amour. Oui, il n'y a pas que, pas que le côté négatif. Et puis, il y a pas mal d'éléments qui Parce qu'on les voit, ces enfants, ils sont quand même protecteurs avec le bébé. Bien sûr. Alors, ce qu'on fait généralement, c'est qu'il y a des contes. On peut ne pas attendre que l'école fasse ça, qu'on le fasse nous en tant que parents. Il y a des contes, il y a des histoires à travers lesquelles on peut passer des messages comme ça aux enfants. Donc, on cherche une histoire. Si on n'arrive pas, on peut en créer. Mais de manière à accueillir cette émotion, à expliquer indirectement à l'enfant ce qu'il est en train de vivre et le rassurer. Ces histoires permettent de rassurer, d'expliquer que cette émotion est là. Et qu'elle est normale. Voilà. Tu n'es pas le seul à ressentir ça. Exactement. Et puis qu'on est là pour l'accueillir, pour la vivre ensemble, pour t'aider à dépasser ça. Alors, vous avez aussi un cas de figure dans lequel vous avez un aîné qui demande absolument, qui veut absolument avoir un petit frère ou une petite sœur. Et puis, le bébé arrive. Donc, en fait, pendant toute la durée de la grossesse, les 9 mois de gestation, c'est la joie totale pour cet aîné parce qu'il va enfin avoir un petit frère ou une petite sœur. Et puis, quand le bébé arrive, c'est là où l'émotion, vraiment, on voit toute son expression. Il ne sait pas s'il doit être heureux et où il ne sait pas pourquoi il est un peu triste, un peu malheureux. Alors là, justement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est le désir d'enfant. Le désir d'enfant, justement, il devrait émaner des parents, pas des enfants. Parce que justement, quand c'est un enfant qui demande d'avoir un autre bébé, on peut parler carrément inconsciemment d'une relation incestuelle avec la mère. Parce que c'était la demande de l'enfant et non pas celle des parents, justement. Donc, il faudrait très, très bien essayer de faire un petit peu la part des choses. Est-ce que c'est mon désir, c'est notre désir en tant que couple, ou bien c'est le désir, justement, de faire plaisir à cet enfant. Sans se poser la question, est-ce que nous aussi en tant que couple, nous avons envie d'avoir un second? Le fait de vouloir avoir un enfant, ça devrait vraiment être réfléchi. On devrait y penser, en parler en couple, avant justement d'entamer la procédure d'avoir un enfant. On est d'accord, bien sûr, je suis d'accord avec vous. C'est pas ça. Je m'explique. Certains parents vont peut-être être motivés d'abord par la demande de leur enfant. Je veux avoir un petit frère, je veux avoir une petite sœur. Je pense que quand on a déjà été parent, on ne saute pas directement dans une expérience comme ça et on commence à être beaucoup plus réfléchi. Je pense que le premier bébé, on peut le faire sous le coup de l'émotion. Mais une fois on a vu ce que ça implique comme charge de travail, comme responsabilité, engagement et tout ça, comme on commence à y réfléchir à 2 fois avant de se lancer sur un deuxième. Donc je pense qu'on ne va pas juste réagir comme ça à chaud et par la demande d'un enfant et se mettre On est d'accord. Mais la demande, on va dire, va venir
éveiller la discussion. Voilà. Pour revenir susciter la discussion. Voilà. Mais pour revenir sur ta question, je pense que même l'adulte, on se retrouve des fois à vouloir avoir un bébé, la maman, elle est là, elle est contente pendant sa grossesse, le papa pareil, mais l'émotion réelle, on la ressent, la responsabilité, l'amour. Ça refroidit beaucoup de personnes. Toutes ces émotions mélangées, on les retrouve une fois le bébé arrive. Quand il est dans le ventre, c'est comme si on ne réalisait pas réellement ce qui nous attend ou l'impact sur notre vie ou l'émotion en elle-même. Mais une fois le bébé arrive, on est envahi de cette émotion d'amour, et les hormones aussi qui font n'importe quoi. Mesdames, on marque une courte pause et on revient pour continuer cette discussion sur la jalousie dans la fratrie. Comment gérer? Et puis ensuite, on va sur une autre interview, l'interview santé ce matin, avec le docteur Jamila Rendi sur les risques d'automédication par corticoïdes. À tout de suite. De retour avec vous sur le plateau d'On se dit tout pour cette thématique autour de la jalousie dans la fratrie. J'en parle avec deux spécialistes, Maryam Zaïm et Fatem Zahra Ouamoul. Mesdames, merci encore une fois d'être avec nous. Allez, ces enfants sont nés, ils sont arrivés, ils ont commencé à grandir et ils commencent à se taper dessus. Ça, c'est une problématique rencontrée par beaucoup de parents. À ce moment-là, c'est une question de jalousie, c'est une question de rivalité, c'est un jeu d'enfants. Qu'est-ce que c'est, Fatem Zahra Ouamoul? Deux enfants, généralement, ne vivent pas comme ce que tous les parents fantasment. Hein. On aimerait bien avoir un petit peu des enfants qui s'entendent tout le temps, qui s'aiment tout le temps, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème, alors que malheureusement, ce n'est pas ça, et heureusement aussi. Pourquoi? Parce que justement, ces bagarres, on va dire, ces conflits qu'il y a entre frères et sœurs, ça les prépare à la vie sociale par la suite. Donc, peut-être ce qui serait judicieux de faire, c'est de laisser un petit peu les enfants aussi gérer leurs conflits, parce que ça leur apprend un petit peu à accepter l'autre dans sa différence, à savoir comment est-ce qu'on peut gérer un conflit, et ça commence à partir de la maison. Donc, ça peut être un avantage aussi pour ces enfants-là. À tout âge, on les laisse gérer leurs conflits ensemble? Bon, on ne va pas jusqu'à certains conflits qui vont peut-être évoluer de manière un petit peu négative. Mais quand on remarque que ce sont des petits conflits, essayez de pas tout le temps, on va dire. Alors moi, j'ai une autre question, c'est par rapport à la différence d'âge. Lorsqu'il y a vraiment un grand gap entre les deux et que, par exemple, le petit va venir prendre une feuille, un cahier, un truc important pour l'aîné, et que l'aîné lui retire de la main, de façon, on va dire, relativement violente. Et là, vous avez les parents qui interviennent, qui disent ne lui retire pas ça, il est encore petit, tu pourrais lui expliquer. Alors, il est encore petit, tu pourrais lui expliquer. Est-ce que ça peut venir nourrir une jalousie entre les deux? Peut-être si on apprend aux enfants à communiquer entre eux, c'est quelque chose de positif. Maintenant, c'est vrai que je vois aussi beaucoup de familles qui souvent disent à l'aîné, faut comprendre, ton frère est plus petit, donc il faut lui laisser les choses. On donne toujours droit justement à ce petit, et l'aîné pourrait vivre ça comme étant une injustice, justement parce qu'on se met toujours du côté du plus petit. C'est pour ça qu'il faudrait un petit peu apprendre aux enfants à communiquer entre eux et à les laisser un petit peu gérer ces petits conflits qu'il peut y avoir entre eux, pour ne pas attiser justement ces jalousies-là. En profiter dans ce sens-là, par exemple, pour dire au petit rends à ton grand frère ou à ta grande sœur, et dire au grand frère, la prochaine fois, ne lui retire pas comme ça. Pas d'accord, Maryam? Moi, j'ai envie d'aller Allez-y. de faire un travail en amont et d'avoir une démarche un peu plus constructive. C'est apprendre aux enfants à respecter les limites entre eux. Chacun d'entre nous a une petite bulle qui lui appartient, à des objets qui lui appartiennent, à des moments pour lui. Alors, on respecte des limites physiques et morales. Ça veut dire, toi, tu as envie maintenant, par exemple, de jouer au ballon. Ton frère a envie de prendre une histoire et de rester tranquillement. On se retrouve souvent avec des cas comme ça. Alors, c'est celui qui a envie de jouer, qui saute partout, qui vient déranger l'autre. Non, viens jouer avec moi. Non, j'ai envie de... Il faut apprendre à respecter. Quand il aura envie de jouer avec toi, on peut demander, viens jouer avec moi. J'ai pas envie, j'ai envie de rester tranquillement. On apprend à respecter ça parce que ça... Mais pardon, madame, je vous interrompre. L'apprentissage, ce n'est pas un cours magistral. Ça passe par le quotidien. Et on explique au quotidien. Donc il faut intervenir. C'est une démarche, voilà.
on intervient et on explique, parce que ça va créer une dispute, ça c'est juste un exemple, mais ça peut être, comme tu as dit, la petite qui pique le crayon de l'aîné, elle vient... Généralement, on se retrouve avec des parents qui disent « Non, mais elle est petite, mais laisse-la ». Non, mais elle aussi, elle a le droit d'avoir ses propres objets, de respecter ça. Ben, on explique que pour prendre, ça c'est son objet. Pour le prendre, il faut demander la permission. Si elle accepte, tu peux le prendre. Si elle n'accepte pas, elle ne te le donne pas. Et là, on peut avoir une frustration, on peut avoir une crise du plus jeune. Là, notre travail, c'est de gérer avec lui, de lui apprendre à gérer cette émotion qu'il est en train de vivre. C'est ça. Alors, au lieu de mettre toute la responsabilité sur l'aîné, ben, on travaille à apprendre aux plus jeunes à gérer cette émotion. Et puis, par rapport à la gestion des conflits, je pense que c'est quelque chose, tu as dit, à partir de quel âge? C'est quelque chose qui vient dès le plus jeune âge. Si j'ai des enfants qui sont en train de se bagarrer par rapport à quelque chose, un jouet ou quelque chose, au lieu de venir et intervenir et être impartial, parce que je vais ou le prendre, le donner à l'un ou à l'autre, ou je vais carrément le retirer, ben je leur dis, gérez ça entre vous, sinon je vous retire. Et il n'y aura personne qui va jouer avec ils vont finir par trouver... jouet, et ils finiront forcément par trouver un terrain d'entente. Exactement. Et justement, je voudrais juste rajouter à ce qu'a dit Mariam, je suis tout à fait d'accord avec elle, et elle a parlé de frustration. Et justement, cette frustration, elle vient là, qui est un élément qui est très très important pour, je vais aller un petit peu plus loin, pour intégrer justement ces limites dont parle Mariam. Parce que on trouve beaucoup d'enfants qui ont des difficultés justement dans l'intégration des limites. C'est-à-dire que les parents ont essayé justement de mettre des limites, de leur apprendre ce que c'est que les limites, mais ça n'a pas été suffisamment intégré parce qu'on n'a pas laissé place aussi à cette frustration. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de laisser un petit peu les enfants gérer justement ces conflits-là. Ces conflits-là. Alors, j'ai des parents aussi qui me disent, ben nous, on a surtout vécu la jalousie de la part du second. Arrivé à un certain âge, eh bien, ils ont commencé à grandir, tout se passait pour le mieux, et puis arrivé à un certain âge, le deuxième a commencé à être jaloux de son aîné. Pour vous, en tant que spécialiste, ça revient à quoi? Comment on peut l'expliquer? C'est vrai que j'en vois beaucoup d'enfants qui m'en parlent justement, ils trouvent les mots en fait pour le dire. C'est qu'ils cherchent un petit peu à retrouver ou à se mettre au niveau du premier. Parce qu'ils voient justement que peut-être que le premier est en train de, je sais pas, il va passer son bac, il a fini, peut-être il a eu son bac, les parents ont été tellement fiers de lui. Et donc lui, il voit que le chemin est un petit peu plus lent et il se dit, ben, je devrais peut-être faire comme lui, voir un petit peu plus pour avoir l'amour de mes parents. Parce que tout tourne un petit peu autour de cet amour des parents. Les enfants sont là pour essayer d'en tirer le maximum, justement. Et c'est pour ça que ça rend un petit peu la relation un petit peu compliquée inconsciemment, on va dire, parce que les choses ne sont pas toujours explicites, ne sont pas toujours nettes et claires. Mais dans ce cas de figure, il y a eu de la comparaison entre les deux, c'est ça? Oui, généralement c'est ça, parce que si, comme elle a dit, on voit l'aîné qui est en train de passer ses examens de bac, maman et papa sont très présents pour lui, ils sont là, ils l'encouragent, peut-être qu'il réussit avec de bonnes notes. J'ai envie de faire comme lui, j'ai envie d'être comme lui, j'ai envie de réussir, de me sentir aussi important et intéressant. Oui, c'est super important d'avoir un modèle. Et là, les parents, au lieu de encore venir casser, dire non, mais arrête, ne te compare pas à ton frère, ben non, dire que voilà, des fois parce qu'on trouve forcément les enfants sont différents, on a des forces chez l'un et on en a et d'autres chez l'autre. Donc au lieu d'aller, parce que l'enfant qu'est-ce qu'il fait? Il a toujours besoin d'un miroir pour lui refléter ses propres forces. Donc, généralement, l'enfant, il ne va pas voir ses forces à lui, il va voir les forces de son frère ou de sa sœur. Et il va avoir envie de s'approprier ça ou d'avoir ça, ou au moins de lui casser la joie quand les parents sont contents par rapport à ce qu'il a réalisé. Exactement. De venir un peu casser cette ambiance. Donc, au lieu de laisser ce conflit grandir, ben, on explique que chacun a ses forces et on miroite les forces que chacun de nos enfants a. Et puis, on peut même créer une forme de synergie entre eux. Si toi, tu es bon en maths et l'autre est bon en histoire géo, ben vous savez, vous pouvez travailler ensemble, vous pouvez vous aider. Et ils ont le même âge, pratiquement. Oui, et même s'il y a un petit décalage, moi j'en ai vu des enfants qui avaient un décalage de 2-3 ans, et le plus jeune,
pouvait aider l'autre sur certaines matières, oui. Alors, est-ce que, bon, c'est vrai que là on parle de la jalousie dans la fratrie, mais il y a aussi une fratrie assez spéciale, c'est les jumeaux. Alors, en cas de gémellité, est-ce qu'il peut y avoir de la jalousie entre les deux? Rarement. On en voit rarement. Il y a une telle fusion entre les jumeaux que c'est comme s'il n'y avait pas place à cette rivalité. Au fait, j'ai l'impression que le jumeau voit dans son frère ou sa sœur une continuité de lui-même. Donc c'est comme si le cordon n'est jamais coupé entre les deux? Non, il y a un lien invisible. Et c'est comme si je me disais, je suis jalouse de ma main. Elle fait partie de moi. Ils ont toujours, la seule réalité qu'ils ont toujours connue, c'est une réalité à deux. Donc, il n'y a jamais eu quelque chose d'approprié sans la présence de l'autre. Tout ce qu'on a toujours eu, c'était Mais vous avez parfois des jumeaux qui ont peut-être ne le reconnaissent pas, mais le disent d'une autre manière. Oui, mais elle, c'est la version jolie, lui, c'est la version intelligente. Oui, tout à fait. On en voit justement des jumeaux comme ça, et ce sont surtout des jumeaux, en fait, j'en parle d'après mon expérience, même de sexes différents, parce que j'en vois, et ce sont surtout des jumeaux qui ont à peu près le même monde, c'est-à-dire qu'ils sont dans la même école, peut-être dans la même classe, on a les mêmes amis, et du coup ça commence un petit peu à attiser cette jalousie, parce que peut-être que l'un travaille mieux que l'autre, et qu'on commence un petit peu en classe, même des fois les maîtresses ne font pas attention, ou les maîtres, on commence à comparer entre les deux, ta sœur a eu une meilleure note que toi, ton frère a eu une meilleure note que toi, etc. Et donc on voit peut-être aussi au niveau des amitiés que les amis vont plutôt vers l'un des deux, donc ça, les enfants ont tendance à se comparer un petit peu et à ressentir une certaine jalousie. Donc, même les jumeaux ne sont pas épargnés. Voilà, ne sont pas tellement épargnés. C'est à partir d'un certain âge. Quand ils sont plus jeunes, ils ne ressentent pas ça de la même manière. Mais c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, c'est important. Bon, c'est important à partir du début, mais à partir d'un certain âge, ça devient vraiment latent de faire la différenciation entre les deux. C'est pas parce que c'est des jumeaux que c'est un clone. On avait fait une émission sur la gémellité vue du point de vue des jumelles qui étaient sur le plateau, mais on fera bientôt une émission aussi sur l'éducation, la relation maternelle. Vous êtes coach, Madame Zaïm, vous êtes aussi maman de jumeaux. Oui. C'est ça. Mesdames, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Madame Zaïm, coach, Fatem Zahra Ouamoul, psychologue clinicienne. À très vite. On peut bien sûr retrouver cette émission dans son intégralité sur notre site médien.com et justement médientv.com. Et justement, pour qu'elle soit complète, eh bien, dans quelques instants, je serai avec le docteur Jamila Rendi. À tout de suite. Et comme promis tout de suite, notre interview santé, nous faisons le point aujourd'hui sur une forme d'automédication, cette fois-ci par corticoïdes. On a beaucoup parlé de l'automédication par antibiothérapie notamment, par antibiotiques, mais là on nous parle et on nous dit qu'il serait important de tirer aussi la sonnette d'alarme au sujet des corticoïdes. On en parle avec vous, docteur Jamila Rendi, vous êtes médecin endocrinologue. Bonjour docteur. Bonjour Yasmine. Merci d'être avec nous. Alors, vous m'avez dit, Yasmine, il faut absolument faire un sujet sur l'automédication par corticoïdes. Pourquoi, docteur Jamila Rendi? D'abord parce que c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense et parce que les dégâts sont très importants. Mais si vous voulez, on peut d'abord définir ce que c'est qu'un corticoïde. Exactement. Mais je voulais dire, en fait, le dire aux téléspectateurs que vous, en tant que médecin, vous tirez la sonnette d'alarme et vous avez voulu justement venir sur le plateau pour en parler, pour dénoncer ça et pour apporter un maximum de sensibilisation. Donc, on commence avec vous, comme vous l'avez dit, par une définition des corticoïdes. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, il faut savoir qu'il y a les corticoïdes naturels qui sont sécrétés par l'organisme, notamment par les glandes surrénales. Ce sont deux petites glandes au-dessus des reins. Les glandes surrénales sécrètent entre autres le cortisol, qui est le corticoïde naturel. Et puis vous avez les corticoïdes synthétiques, qui sont des médicaments utilisés comme anti-inflammatoires très puissants, avec toute une panoplie d'anti-inflammatoires à effet immédiat, à effet intermédiaire, à effet tardif, pour plusieurs pathologies. D'accord. Alors, vous nous dites qu'initialement, notre corps synthétise cette hormone, en fait. Les corticoïdes, on va dire, font partie de notre organisme. C'est bien ça? Non seulement ils font partie, mais c'est des hormones très, très importantes pour l'organisme. Alors, le cortisol, c'est l'hormone qui nous permet
d'être en éveil. Nous, on l'appelle l'hormone du stress. Mais il ne faut pas penser au stress négatif. Le stress de se réveiller le matin, d'aller travailler, de rester en éveil, de penser, de marcher, etc. Donc, c'est l'hormone qui nous permet de faire tout ça. Donc, c'est une hormone qui est sécrétée dans la journée. Elle a un rôle dans plusieurs métabolismes. Elle a un rôle au niveau de l'immunité, au niveau du métabolisme des glucides, du sucre, au niveau de la régulation de la tension artérielle. Elle a un rôle au niveau de la peau, au niveau à différents niveaux de l'organisme. Et donc, on ne peut pas vivre sans cortisol. D'accord, sans cortisol, on va dire naturel, celle synthétisée par le corps. Exactement. Mais en même temps, pourquoi ces corticoïdes, on va dire synthétiques, chimiques, seraient néfastes pour l'organisme? Je n'ai pas dit que les corticoïdes sont néfastes pour l'organisme. C'est l'abus de corticoïdes, l'automédication. Et parfois, en médecine, on doit peser le bénéfice contre le risque. Et parfois, il y a des maladies qu'on ne peut soigner qu'avec les corticoïdes, et avec de fortes doses de corticoïdes, et en connaissance de cause, parce que si on ne soigne pas le patient, peut-être qu'il va décéder ou avoir des séquelles très graves. Et on sait qu'on va avoir des effets secondaires dus aux corticoïdes, tels que le diabète, l'hypertension, l'obésité, etc. Mais on n'a pas le choix. Mais en général, nous, ce qu'on doit dénoncer maintenant, c'est quand les patients se sentent bien sous corticoïdes et qu'ils en abusent. Le cortisol naturel est une hormone, elle est primordiale pour la synthèse de plusieurs choses dans notre organisme, plusieurs métabolismes, etc. Mais même un stress important peut entraîner une sécrétion naturelle excessive de cortisol et peut donner des effets secondaires. D'accord. Mais ça, c'est lié au stress interne, etc. Maintenant, les hormones synthétiques, elles ont leurs indications, tout à fait, leur durée d'action, la durée du traitement. Quand on les utilise à bon escient et quand elles sont prescrites par des médecins spécialisés dans la pathologie en question, il y a beaucoup, beaucoup moins de risques. Alors, on a l'impression aujourd'hui, mais corrigez-moi si je me trompe, que cette hormone est présente dans de nombreux traitements, pour de nombreuses pathologies, pas uniquement rhumatismales. Alors, ce n'est pas uniquement dans les rhumatismes. Comme les hormones, le cortisol, ou les hormones cortico, on appelle cortisone, cortisol, corticoïdes, corticothérapie. Exactement. Comme les corticoïdes sont les anti-inflammatoires les plus puissants qui existent. Exact. Donc, ils sont utilisés dans les pathologies inflammatoires, à savoir certains rhumatismes, pas tous, parce qu'il y a des rhumatismes qu'on peut soigner avec d'autres traitements. Surtout dans l'asthme, jusqu'à présent, il n'y a aucun médicament qui peut remplacer les corticoïdes dans certaines crises d'asthme importantes, parce que la personne est en train d'étouffer, parce qu'il y a un spasme très important, et parce que le seul anti-inflammatoire puissant qui peut aider pour soigner ce spasme, c'est les corticoïdes. Dans certaines maladies très graves de la peau et dans les maladies de système. Et même moins graves quand même. Si le corticoïde est prescrit par un spécialiste, un dermatologue qui connaît les doses, parce que même, alors ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est pas parce qu'on ne prend pas un médicament par la bouche qu'il n'a pas d'effet secondaire. C'est ça. Même si on met une crème sur la peau, une partie de la crème est absorbée par le sang. Si on fait une injection, si on fait toutes les formes de médicaments, passent dans le sang. Donc si la personne, dès qu'elle voit apparaître une petite lésion, elle va se dire c'est un eczéma, elle va se tartiner de corticoïdes sur une longue durée, elle peut avoir des effets secondaires. Et c'est pour ça qu'il y a des maladies de système qu'on ne peut soigner qu'avec les corticoïdes, comme la sarcoïdose, comme le lupus. C'est ça. Mais pourquoi vous, en tant que médecin, aujourd'hui, vous tirez la sonnette d'alarme sur cette automédication par corticoïdes? Qu'est-ce que vous voyez, docteur? Alors, ce que je vois, moi, de par ma spécialité, mais ce que voient aussi mes confrères dans d'autres spécialités, nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est le diabète. Vous imaginez qu'il y a un pourcentage de diabète cortico-induit, que ces personnes, soit elles sont asthmatiques, soit elles ont une maladie de système, soit elles ont une maladie rhumatismale, parce qu'elles sont soulagées par le médicament, dès qu'elles ont une crise, au lieu d'aller chez le médecin, elles vont chez le pharmacien. Quand vous dites cortico-induite, ça veut dire que ce diabète est dû à la prise de corticoïdes. Exactement. C'est ça. Donc il y a un pourcentage de diabète
qui n'est ni héréditaire, ni quoi que ce soit, il est dû à la prise de corticoïdes. Il y a un pourcentage d'hypertension artérielle dû à la prise de corticoïdes. Il y a l'obésité, il y a des maladies de la peau, il y a une diminution de l'immunité, il y a énormément de pathologies dues à la prise de corticoïdes. Et quand on interroge les patients, et de plus en plus, parce que maintenant les patients connaissent un petit peu les noms des médicaments, ils vont sur Internet, des fois ce n'est pas toujours bénéfique, c'est bien, mais parfois ça joue de mauvais tours. On voit des patients qui prennent des corticoïdes pendant 15-20 ans sans aucune consultation chez le médecin. Parfois même, il n'y a même pas la première prescription, parce que le voisin, la voisine, l'ami, le frère a été soulagé par les corticoïdes. Et comme ils ne connaissent pas les effets secondaires, ils en prennent de fortes doses et ils se retrouvent avec des maladies Mais nous manquons quand même d'éducation, on va dire, entre guillemets, médicale. Et sanitaire. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça qu'à chaque fois, je remercie la chaîne et vous pour cette émission, parce que justement, c'est pour sensibiliser les Marocains. Malheureusement, il y a très peu d'éducation sanitaire. Les Marocains, les Africains de façon plus large. Et les Africains, bien sûr. Mais le problème, c'est que on peut aller sur Internet pour avoir des connaissances. Mais il y a tellement de choses fausses que le patient ne sait pas, enfin, ou le patient ou le citoyen ne sait pas ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut laisser. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut des émissions médicales. Exactement. Donc, revenons vous l'avez dit, vous, en tant qu'endocrinologue, on va dire la conséquence directe que vous constatez par rapport à cette automédication par corticoïdes, c'est des diabètes qui vont apparaître chez des personnes qui ne sont pas supposées être à risque initialement. C'est ça ? Alors, le diabète, pour ma spécialité, c'est la première pathologie due aux corticoïdes. Et puis, il y a l'inverse, il y a l'insuffisance surrénalienne. Parce qu'il faut savoir que quand on prend les corticoïdes synthétiques, les surrénales ont un signal comme quoi, par l'hypophyse, comme quoi il y a suffisamment de taux d'hormones de corticoïdes dans le sang. Donc, les surrénales se mettent au repos pendant la période où le patient est sous corticoïdes. Alors, pour arrêter les corticoïdes quand ils ont été pris sur une longue durée, il faut le faire de façon très progressive. D'accord. Et c'est le médecin qui doit expliquer au patient comment il doit diminuer les corticoïdes. Parfois sur des mois, pour ne pas justement avoir cette insuffisance surrénalienne. Donc, si l'arrêt est brutal, les surrénales ne se réveillent pas, entre guillemets. Et le patient peut garder une insuffisance surrénalienne, qui est une maladie à vie, il doit prendre maintenant de l'hydrocortisone, qui est un corticoïde naturel à vie. C'est une maladie qui se manifeste comment ? Qui se manifeste au départ par une fatigue extrême, par une hypotension, par une hypoglycémie. C'est l'inverse de l'excès de corticoïdes. Et puis, si on ne la soigne pas, ça peut donner des troubles très graves, voire même jusqu'à un coma, si l'insuffisance surrénalienne n'est pas soignée et que le patient subit un stress. Parce qu'on a dit que les corticoïdes, c'est eux qui nous permettent d'être en forme, de gérer le stress. Mais ça, c'est des choses que vous voyez, on va dire, régulièrement dans votre cabinet, dans votre pratique. Ça devient récurrent ? Alors, ça devient de plus en plus fréquent. De plus en plus fréquent parce que, justement, les patients ont plus accès aux médicaments, ils font de l'automédication plus facilement. Donc, malheureusement, on le voit de plus en plus. Et je vous ai dit, le premier, c'est le diabète, l'hypertension, et après, c'est l'insuffisance surrénalienne. D'accord. Donc, s'il y a vraiment un message vraiment sur lequel il faudrait insister aujourd'hui, c'est pas d'automédication. Et puis, si jamais nos téléspectateurs se retrouvent dans ce que vous dites, ne pas arrêter le traitement tout de suite. S'ils le prennent depuis longtemps, même si c'est par automédication, aller voir un spécialiste pour éviter justement ce genre de complications aussi, docteur ? Exactement. Donc, le message, c'est d'abord ne pas faire d'automédication du tout, que ce soit pour les corticoïdes ou pour n'importe quel médicament. Mais surtout, quand on l'a fait et qu'on en a conscience, il faut aller consulter un spécialiste. Et ne pas en avoir peur. L'idée n'est pas non plus de faire peur aux téléspectateurs. Ne pas en avoir peur lorsque c'est prescrit par un médecin. Et ne pas l'arrêter. Il y a des patients qui ne peuvent pas vivre sans corticothérapie. C'est ça. Donc, il faut qu'ils prennent leurs médicaments. C'est des médicaments, ils ont les effets secondaires de tous les médicaments, mais leur bénéfice est 1000 fois supérieur au risque, mais la prescription doit être faite par un médecin, il faut un suivi,
et ne pas augmenter ou diminuer les doses tout seul. Merci beaucoup pour ces explications. Docteur Jamila Rendi, vous êtes médecin endocrinologue. Merci beaucoup de venir tirer la sonnette d'alarme par rapport à cette automédication par corticoïdes. Quant à moi, je vous remercie pour votre fidélité. Un grand merci à toute l'équipe en régie. À très vite sur Médien TV, sur medientv.com.